Le CIMA 2011 a récompensé cette année un nouvel outil qui propose aux agriculteurs, dans le cadre de leur exploitation, de faire un bilan énergétique et d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Nom de code, EGES. Il est disponible gratuitement sur Internet et a été créé par Arvalis Institut du Végétal, le 7e LITB. Présentation. Tout d'abord, pour reprendre un petit peu le contexte des enjeux énergétiques en agriculture, il faut savoir que l'agriculture consomme peu d'énergie à l'échelle française quand on compare avec d'autres secteurs comme l'industrie, le tertiaire. En fait, il représente seulement 6% des consommations d'énergie. En revanche, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui nous alerte tout de suite. La consommation d'énergie représente à elle seule 9% des charges variables sur une exploitation agricole. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Il faut aussi ajouter que le contexte est particulièrement difficile. On observe des fluctuations de prix extrêmement importantes. Donc ici, vous avez la variation du prix du pétrole de 2005 à septembre 2009. Donc on a des fluctuations qui peuvent aller de x3, des coefficients de 3 à 4 très rapidement. Et donc remettre en question la stabilité d'une exploitation. Autre point, c'est que là je vous parle d'énergie, mais énergie consommée directement. À cela, il faut rajouter tout ce qui est énergie consommée via les intrants qui, pour être produits, ont eu aussi besoin d'énergie et qu'il faut prendre en compte dans nos bilans. Donc une petite illustration, ici vous avez représenté la procédé de fabrication des engrais azotés minéraux. C'est un des postes qui va peser particulièrement lourd à l'échelle d'une rotation, puisque c'est un process qui coûte de l'énergie sous forme de gaz naturel, mais qui va aussi consommer du gaz naturel en tant qu'intrant dans leur procédé de fabrication. Un autre point qu'il faut garder en tête quand on parle d'énergie, effectivement, c'est corrélé à tout ce qui est gaz à effet de serre, puisque la consommation d'énergie sous forme de pétrole en particulier va émettre des émissions de gaz à effet de serre. On estime en France que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation de ressources énergétiques. Là, je vais vous présenter aussi le contexte gaz à effet de serre, mais on est dans un contexte où on va essayer de réduire nos émissions. Donc un des gros volets sur lequel on va travailler, ça va être tout ce qui est consommation d'énergie. Donc, dans le secteur agricole, il y a deux voies. On peut effectivement travailler à réduire nos consommations d'énergie, mais on a aussi la particularité de pouvoir produire de l'énergie, de la biomasse, et aussi participer à de la production d'énergie renouvelable par la mise en place de panneaux photovoltaïques ou d'autres procédés de production. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, donc on en parle énormément depuis quelques années. Donc il faut savoir que tout ce qui est effet de serre, c'est un procédé naturel. Sans l'intervention humaine, on a ce phénomène d'effet de serre. Ce sont des gaz qui vont en fait limiter un départ d'énergie. Les rayonnements solaires parviennent au niveau du globe, vont être réfléchis en partie par le sol, et ces gaz à effet de serre vont empêcher une partie de cette énergie de s'échapper du globe terrestre et donc produire une élévation de la température qui est donc naturelle et dont on a besoin, puisque c'est cet effet de serre qui nous permet d'avoir une température cohérente par rapport à nos besoins. En revanche, nos activités induisent aussi une augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc vont provoquer un dérèglement des températures. Donc l'on observe déjà, puisqu'on a déjà noté une augmentation de 0,6 degrés au cours du XXe siècle. On a des effets qui se font déjà sentir. On voit au niveau des cycles culturaux qu'il y a des modifications, des dates de floraison qui sont en partie plus précoces. On travaille déjà sur des engagements de réduction, donc on parle beaucoup du protocole de Kyoto. On va maintenant au-delà du protocole de Kyoto qui visait en France à ce que l'on maintienne nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on a un objectif de réduire nos émissions par 4 d'ici 2050. Et donc derrière ces objectifs, on a déjà des outils mis en place tels que les quotas CO2, le plan climat. On parle aussi de taxe carbone. Donc actuellement, pas vraiment de mesures qui touchent directement le secteur agricole, mais on va être amené à y réfléchir. Donc par rapport au secteur agricole et à sa situation par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, tout à l'heure je vous parlais d'énergie, on voyait que l'agriculture représentait que 6% des consommations d'énergie en France. En termes de gaz à effet de serre, on a une place qui n'est pas négligeable. On est autour de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, ce sont des chiffres qui datent de 2007. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces émissions ont été réduites d'une dizaine de pourcents depuis les années 90. Donc par rapport à ces gaz à effet de serre, en fait, il y en a 3 principaux qui sont émis par l'agriculture. Donc le premier, ça va être tout ce qui est protoxyde d'azote.
Donc contrairement à ce qu'on regarde la répartition des gaz à effet de serre en France, on voyait que le premier gaz à effet de serre, c'est le CO2. En ce qui concerne spécifiquement les gaz à effet de serre du milieu agricole, c'est le protoxyde d'azote qui est émis en plus grande partie. Le protoxyde d'azote, il y a plusieurs voies d'émission. Donc il y a toutes les cultures qui en sont responsables, mais on a aussi des émissions via l'élevage. Donc le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre du secteur agricole qui, lui, est plus spécifique de l'élevage. Et ensuite, on a seulement pour 9% du CO2. Donc ici, ce sont des émissions qui sont émises directement par le secteur agricole. À nouveau, il faudrait rajouter tous les impacts indirects qui sont dus à la production des intrants. Quand on parle de gaz à effet de serre, on parle toujours en équivalent CO2. Juste pour vous donner quelques définitions, si on parle en équivalent CO2, on prend bien en compte malgré tout les trois gaz à effet de serre que je vous ai présentés. Donc le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. En fait, on les exprime en équivalent CO2 par rapport à leur pouvoir de réchauffement global. En fait, tous les gaz n'ont pas le même effet sur le réchauffement climatique. Donc on va prendre comme référence le CO2 et convertir les autres quantités émises, les autres quantités de gaz à effet de serre émises en équivalent CO2. Donc le méthane, quand on a 1 gramme de méthane émis dans l'atmosphère, ça a le même effet que 23 grammes équivalent CO2, 23 grammes de CO2. Et le protoxyde d'azote, lui, 1 seul gramme équivaut à 300 grammes de CO2. Donc c'est un pouvoir qui est extrêmement élevé et qui explique aussi pourquoi tout à l'heure, quand je vous montrais dans le bilan à l'échelle française des émissions de gaz à effet de serre, c'était le premier qui apparaissait. C'est pas parce que les quantités sont énormes, c'est parce que c'est notamment lié à ce pouvoir de réchauffement global élevé. Alors qu'est-ce que peut vous apporter un bilan énergie gaz à effet de serre tel que le propose EGES? Donc vous voyez qu'on a un contexte dans lequel, même si on n'a pas encore des mesures réglementaires très nettes qui se répercutent sur le secteur agricole, on va être amené à y réfléchir. Et il y a un intérêt à mesurer notre impact et identifier les postes les plus impactants pour pouvoir ensuite identifier les leviers d'action. Une autre particularité de l'outil, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de faire un bilan énergie gaz à effet de serre par comparaison aussi à ce que vous produisez. Donc rapporter vos émissions par rapport à la quantité de produits que vous rapporte votre rotation, quantité d'énergie ou quantité de protéines, ce qui permet aussi lorsque vous faites des comparaisons, de bien prendre en compte tous ces éléments-là et pas de vous focaliser uniquement sur l'impact gaz à effet de serre. Donc maintenant, je laisse la parole à Élise. Merci Aurélie. Donc Aurélie nous l'a montré, la maîtrise de l'énergie est devenue un enjeu majeur. C'est pourquoi vos instituts ont créé un outil adapté pour faire votre bilan énergie et gaz à effet de serre, mais sur un système grande culture. Grosso modo, en utilisant le bilan EGES, vous vous basez sur les références et l'expertise de vos instituts techniques, grande culture, donc le CETION, Arvalis et l'ITB. Vous réalisez votre propre bilan avec un outil sur mesure qui est vraiment adapté à ces systèmes. Donc, il se base sur la méthode d'analyse du cycle de vie qu'on appelle aussi méthode ACV. Donc, c'est une méthode normalisée qui est utilisée dans le plan de performance énergétique et dans l'affichage environnemental. Donc voilà, aussi utilisée par l'ADEME, donc c'est une méthode sûre et partagée. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que EGES tient compte en fait, de toute l'énergie consommée, mais à tous les niveaux, à toutes les étapes de la rotation. Donc que ce soit au niveau du carburant consommé, des fertilisants, aussi au niveau de la destination de la récolte et de la quantité de produits récoltés. Donc ça, c'est important aussi. On ramène les choses à la tonne de matière brute. On étudie à la fois les impacts directs, donc liés à la production directement, et indirects, c'est-à-dire liés à la fabrication des intrants et à leur transport. Enfin, ce qu'il y a de particulier dans EGES, c'est que c'est un outil qui se fait à l'échelle de la rotation, ce qui est une échelle assez logique d'un point de vue agronomique pour vos systèmes de culture. Le bilan énergie, on peut dire que c'est quelque chose de valorisant pour l'agriculture, puisqu'il faut savoir que, bon après tout dépend sur chaque exploitation, mais au niveau de l'énergie que vous produisez, c'est 7 à 15 fois plus important que l'énergie que vous consommez sur un système grande culture.
Donc ça, il faut retenir cet ordre de grandeur. Et alors pour l'imager, on avait comparé une mandarine, c'est l'énergie consommée, à une pastèque, l'énergie produite. Donc voilà le rapport de volume, c'est énorme. On peut dire enfin une bonne nouvelle, on peut dire aussi voilà, quelque chose de valorisant pour l'agriculture. Après, EGES permet ensuite derrière de voir aussi comment on peut encore améliorer ce bilan-là sur son système par des évolutions de pratiques qu'on pourrait envisager. Pour vous illustrer tout ça, je vous propose d'écouter Jean-Luc Herman, qui est agriculteur, pas très loin d'ici, dans l'Aisne, et qui a utilisé EGES et qui a accepté de témoigner pour nous dire ce qu'il en a pensé. J'ai un profil agriculteur un peu particulier, en ce sens que j'ai eu une première carrière dans la recherche agronomique en Belgique, comme secrétaire de CTPS, donc c'est le comité technique permanent de la sélection, donc c'est moi qui rédigeais les rapports techniques pour l'admission des nouvelles variétés en céréales et j'exécutais les essais pour le compte de la Flandre, puisque c'est régionalisé chez nous, pour en maïs grain, maïs en silage et chicorée unuline. Donc finalement, j'ai passé toute ma carrière à semer et récolter, un petit peu comme l'agriculteur le fait, sans autre objectif de recherche, puisque c'était juste l'obtention d'un bon rendement comparatif, avec une bonne valeur comparative. J'ai fait ça pendant 25 ans. Et puis, ayant fait le tour du problème, j'ai repris une exploitation dans le Tardenois, donc c'est le sud de l'Aisne, le long de l'A4 Reims-Paris. Et voilà, j'y suis depuis 7 ans maintenant. C'est un peu le même métier, sauf que je fais ça à mon compte maintenant. Voilà. Et comment vous avez connu EGES? Alors, bon, je suis toujours un peu double actif, parce que je retourne encore un peu travailler sur demande dans mon ancien travail. 4 mois par an, donc j'ai accès à énormément de documentation technique qui traîne à la bibliothèque, enfin qui traîne, on se comprend. Toutes les revues possibles et imaginables, oui, sont là. C'est une vraie bibliothèque. Donc Perspective agricole est là chaque mois et je le parcours chaque mois, donc à cette occasion-là. J'ai toujours été intéressé par la performance énergétique, depuis toujours. Mais alors maintenant, avec 30 ans de recul dans le métier, on perçoit quand même assez sensiblement l'évolution climatique maintenant, avec un manque de confiance dans le climat qui est de plus en plus flagrant, avec des fenêtres de plus en plus courtes pour travailler, un régime des pluies qui est plus agressif, soit par défaut, soit par excès. Donc on perçoit bien que ça s'en va qu'à un cas, la météo. Et on voit bien que malgré l'équipement, les fenêtres de travail, on a toujours l'impression qu'elles sont de plus en plus courtes. Et ça, c'est une évolution sur 30 ans qui est bien perceptible. Quand on a l'avantage de suivre les rendements, comme je les ai faits, sur 30 ans, on remarque qu'il y a des cultures qui plafonnent, dû à cette météo-là. L'exemple typique, c'est le blé. Et plus particulièrement le blé tendre pour boulangerie, parce que là, il y a un facteur climatique au moment de la récolte qui est capital. On le voit bien avec l'Australie maintenant. On attendait leur blé boulanger, ben, pas de chance, c'est défouragé. Donc ça, c'est vraiment un problème crucial à l'échelle mondiale. Et alors, une deuxième culture qui a fait flamber les prix il y a 3 ans, c'était le riz, parce qu'il est très sensible au régime hydrique, hein, puisqu'on voit toujours le riz dans les rizières. Mais là, si on a des moussons qui sont catastrophiques et qui détruisent tout, il n'y a pas de riz, et c'est dans la région la plus peuplée du monde, avec des milliards d'habitants, dont c'est la consommation de base. Donc ce sont des cultures qui sont très sensibles à ces mouvements climatiques. Et alors il y a le maïs, hein, dont on voit bien qu'il remonte quand même dans le nord de l'Europe. Moi qui viens de Belgique, on taquine un peu la limite nord de l'ère de culture du maïs, et on voit qu'on fait des maïs extraordinaires maintenant. Si on prend la moyenne nationale par pays, la Belgique est un des meilleurs pays de rendement national moyen en maïs grain. Hein, parce qu'on n'a pas besoin d'irrigation, on a toujours l'eau, et maintenant on a la température. Et on a même un peu plus d'eau que d'habitude, surtout l'été. C'est compliqué pour les récoltes de céréales, mais pour le maïs, c'est tout bénef. Donc on voit manifestement, en 30 ans, on a gagné certainement 30 à 35 quintaux de rendement moyen en maïs, et ce n'est pas seulement dû à la sélection. Qu'est-ce que vous pensez de l'outil? Est-ce que vous avez eu des difficultés quand vous l'avez utilisé, des questions? Non, il n'y a eu aucune difficulté particulière parce que les questions sont très simples. C'est le nombre de passages qu'on a fait avec des outils qui consomment plus ou moins, évidemment, avec des valeurs forfaitaires. Si c'est une charrue, un chisel ou bien des chômeurs à disque indépendant. Donc il suffit de noter le nombre de passages avec la traçabilité qui nous est imposée
On a normalement toutes ces données avec soi d'au moins 5 années de recul facilement sous la main, les quantités d'azote consommées, etc. Donc, si on a un peu d'ordre dans ces papiers, c'est excessivement rapide. Moi qui me croyais très parcimonieux, je vois que j'ai utilisé au moins autant que la moyenne d'intrants. Donc là, je croyais que j'étais plus bas, je suis juste dans la moyenne. Par contre, je crois que quand ils sont utilisés vraiment à bon escient, parce que j'utilise un maximum d'outils d'aide à la décision, tout ce qui est possible d'utiliser, j'essaie de raisonner chaque intervention. Quand les intrants sont consommés à bon escient, on a un résultat final, donc on a un bon rendement. Donc finalement, alors, la proportion de ce qu'on rentre et de ce qu'on ressort est très bonne. Et ça, le logiciel le met bien en évidence. Ça m'a conforté en partie dans les choix que j'ai faits jusqu'à présent. Tout en reconnaissant qu'il reste des leviers d'action. Par exemple, la contrainte d'obligation de couverture du sol, peu à peu, on peut la muter en atout avec des cultures dérobées à base de légumineuses qui sont autorisées en mélange. Ça, c'est la première fois que j'en fais cette année-ci. J'ai les reliquats de sortie d'hiver depuis peu. C'est très favorable. On a au moins une trentaine d'unités d'économie d'azote en perspective. Mais il faut les implanter, évidemment. Pour avoir des engrais verts corrects, il faut les mettre à bonne date, à la date préconisée. Ce n'est pas question de mettre ça le 5 septembre comme de la moutarde. Moi, je suis un des rares à avoir fait ça dans la région, parce qu'on avait encore l'autorisation cette année d'utiliser les repousses d'orge comme couvert. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus économique. Évidemment, on n'a rien à faire, il suffit de laisser repousser. Or, il se fait que le social la pression du social étant là, après la moisson, beaucoup de gens prennent congé ou donnent congé à leurs chauffeurs, etc. C'est justement le moment où il faut implanter les engrais verts. Donc, il faut choisir, encore une fois, de travailler quand les autres sont en vacances. Et alors, vous avez des beaux engrais verts, parce que cette année, on a eu 130 mm au 15 août. Les engrais verts étaient semés. Ils en ont profité, évidemment, à 200% de ces 130 mm. Et ces 130 mm qui étaient un inconvénient sur des terres nues se sont révélés être un avantage sur des terres couvertes, parce qu'alors les 130 mm ont été consommés par une culture bien en place, ont produit énormément d'azote, et alors j'ai des reliquats sortis d'hiver qui sont excessivement favorables. Mais il fallait se donner le mal de travailler, encore une fois, quand les autres étaient partis en vacances, quoi. Quel conseil donneriez-vous aux autres agriculteurs qui vont réaliser là des bilans EGES? On peut très bien se situer, évidemment, par rapport à soi et par rapport aux autres. Alors, ça peut être une autre façon de calculer, enfin, d'envisager ces cultures. Par exemple, on n'en avait pas parlé, mais par exemple, si on a une terre le long d'un bois qui est à l'ombre pour 30% de la surface, si on fait un bilan de gaz à effet de serre sur cette terre-là, évidemment, on va voir qu'on apporte la même chose tout en retirant beaucoup moins de rendement. Bon, alors, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à cultiver au moins la bande, les 50 mètres qui sont contre le bois, quoi? Voilà, ça peut être une des réponses, par exemple. Et c'est saisissant, hein, parce qu'une année très sèche comme on a eu cette année-ci, au printemps, contre le bois, cette année, on avait 20 quintaux pendant les 20-30 premiers mètres. 20 quintaux, hein. En plein soleil, c'était 90. Hein. Donc, si on fait un bilan de gaz à effet de serre sur ces parcelles-là, évidemment, ça fait un plongeon terrible et ça peut remettre en cause la culture de la parcelle, en fait. C'est un autre outil d'aide à la décision pour savoir si je cultive le long du bois ou non. Très bien, merci beaucoup.